Bonjour, je vous propose un nouveau point de situation en Ukraine au 21 novembre 2023. Alors tout d'abord, les États-Unis ont acheté 60 guépards à la Jordanie, qui les avait précédemment achetés aux Pays-Bas, afin donc de livrer ces guépards à l'Ukraine ultérieurement. Lloyd Austin, qui est donc le secrétaire à la défense américain, s'est rendu hier à Kiev pour assurer que les États-Unis continuent d'aider l'Ukraine malgré les récents retards et diminutions des différents paquets. D'ailleurs, une nouvelle aide d'un montant de 100 millions de dollars, avec notamment donc des Stinger, un nouveau lanceur HIMARS et des javelines, ainsi que des cartouches, des armes de poing et armes d'épaule. L'Union européenne ne parviendra pas à atteindre son objectif de livrer 1 million d'obus d'artillerie à l'armée ukrainienne en 2024. D'ailleurs, en parlant d'approvisionnement militaire, je vous partage ici une étude donc, qui a été faite sur un comparatif entre les deux armées sur l'approvisionnement en 2023. Donc ça c'est une moyenne par mois, donc l'auteur est en bas de l'infographie, janvier et le mois d'octobre. Donc selon cette étude, pendant que les Ukrainiens recevaient 28 chars par mois, l'armée russe en recevait une centaine, donc depuis ses propres stocks, et donc de sa production domestique. Au niveau des véhicules blindés de combat d'infanterie, on est à 35 contre 100. Les canons automoteurs, donc les Ukrainiens en ont reçu 7, et les Russes plus de 50. Les obusiers d'artillerie, 13 contre 200. Les lance-roquettes multiples, 0 contre 23. Niveau des obus d'artillerie, 1,5 million pour l'Ukraine, tandis que du côté russe, ils en ont reçu ou produit 3,3 millions. L'Ukraine a reçu plusieurs dizaines de Storm Shadow et de Scalp, une vingtaine d'attaques MS, et côté russe, c'est plus de 800 missiles et 1500 Shahed. Donc on peut constater une grande différence dans l'approvisionnement de chaque armée, et ce qui peut jouer en faveur des Russes si le conflit se poursuit. Côté ukrainien, ils ont commencé la production en série de leur propre Shahed, donc qui est un drone kamikaze à longue portée. Et toujours selon une source ukrainienne, donc il resterait 4000 prisonniers ukrainiens dans les prisons russes, dont 3500 militaires. On se dirige à présent sur le terrain, donc tout d'abord avec le front de Louhansk, Kremina. Alors sur Liman Perchi, ici on note un avantage aux Russes en termes de nombre de drones dans ce secteur. Mais la ligne de front n'a pas évolué donc, depuis la semaine dernière. Par contre, plus à l'est, il y a eu des modifications, puisqu'il y a eu plusieurs attaques russes, 3 axes différents. Les attaques au nord, ici, donc, ont été repoussées par les Ukrainiens. Par contre, celles dans le triangle Ivanivka, Yaïdne et Kisilivka, les Russes ont progressé donc dans cette partie violette, donc cette dernière semaine. Donc voilà. La semaine dernière, je voulais revenir sur une erreur que j'ai commise. Donc, je vous avais annoncé un TOS qui avait été détruit dans la région de Louhansk. Alors ce n'était pas un TOS, mais bien un TOR, donc qui est un système de défense antiaérien. Vous pouvez voir la différence ici donc à l'écran. Donc le TOR, c'est celui qui se trouve sur votre droite, alors que le TOS c'est un lance-roquette avec la particularité d'avoir des munitions donc thermobariques. Donc voilà, donc ici c'était bien un TOR. On va continuer sur la ligne de front. Donc jusqu'à Kremina, il n'y a pas d'évolution sur la carte. Dans la région de Siversk, sur la commune de Bilorivka, il y a eu une attaque de blindés russes, ici le 17 novembre. Mais ce ne leur a pas permis de s'emparer du complexe industriel de la ville qui est ici et qui est toujours disputé. Vous avez la vidéo de l'attaque ici en haut à droite. On va se diriger maintenant un petit peu plus au sud sur Spirne. Donc Spirne qui était un village disputé qui est maintenant sous contrôle des Ukrainiens. Une casemate de l'armée ukrainienne a d'ailleurs été bombardée ici, donc dans ce secteur, donc ce qui atteste de la présence des forces ukrainiennes dans le village. Et le bombardement de la casemate est en haut à droite pour voir la vidéo. On va se diriger maintenant dans la région de Bakhmut, où on constate une nouvelle avancée des Russes au nord-ouest de la ville, donc ici exactement sur la partie violette. Et la ligne de front dans ce secteur est donc revenue à celle du mois de juin, annulant donc les gains ukrainiens suite à leur offensive d'été dans ce secteur. Plus au sud, sur Klishivka,
Ici également, on constate donc une attaque des Russes au nord et à l'est de la ville. Sur la partie nord, ils ont repris un petit peu de terrain, notamment sur la ligne de chemin de fer et au nord du village de Klishivka. À l'est, il y a également eu une attaque des Russes, mais celle-ci a été repoussée. 2 blindés russes ont d'ailleurs été détruits dans ce secteur. Vous avez la vidéo de la destruction de ces 2 blindés ici. Sur Andriivka également une poussée des Russes, ce qui fait que le village est maintenant disputé, donc combat actuellement dans le village de Andriivka. Même si ici on parle de village, il n'y a plus aucune maison debout, tout a été rasé par les combats. On continue un petit peu plus sur le sud, et là dans la région de Orlivka, il y a eu une attaque des Ukrainiens au sud de Choumi et à l'est de Privny, qui se situe ici, qui leur a permis de reprendre du terrain, comme vous pouvez ici le constater. Et c'est la première fois qu'ils parviennent ici à franchir la ligne défensive qui avait été établie en 2014, et ce malgré d'importantes frappes d'artillerie russe. Donc ici par exemple une position ukrainienne a été bombardée par les Russes avant-hier, ce qui permet d'établir que cette zone est bien sous leur contrôle. Et il y a eu des combats le 15 et 16 novembre ici, ça reste dans la zone grise. Donc voilà ici donc l'attaque des Ukrainiens dans la région de Orlivka. On continue sur la ligne de front et on arrive dans la région donc de Avdiivka, où les Russes ont attaqué sur le nord et le sud-est et ils ont eu quelques gains territoriaux, qui sont matérialisés ici en violet. On note également ici que dans ce secteur, parmi les soldats russes, on peut trouver un nombre important de combattants Wagner, et qui sont donc engagés dans cette bataille. Alors sur le nord, les Russes ont repris du terrain, notamment en direction du village de Novokalinovo, ici, donc matérialisé en violet. Sur la ligne de front ici, les Ukrainiens ont bombardé les positions russes avec des obus à sous-munitions, donc vous avez la vidéo du bombardement en haut à droite. Un Léopard 2 est apparu donc dans la zone grise, a fait feu sur les positions russes et s'est replié sous le feu de l'artillerie russe sans être détruit. À l'ouest du village de Stepovier, un Bradley a été touché par un drone kamikaze. Et le village donc de Stepovier, donc il est disputé à l'est, mais la majeure partie du village reste sous contrôle des Ukrainiens. Un petit peu plus au sud, les Russes ont de nouveau bombardé l'usine de Avdiivka, ici, notamment avant-hier. Il y a eu un bombardement. Vous avez la vidéo du bombardement en haut à droite. Dans le Dacha, donc Dacha c'est cette région ici, donc ce sont des, sauf erreur de ma part, c'est des maisons pour des résidences secondaires. Ici il y a eu des combats, les Russes ont progressé, notamment au sud du Terril, ici, dans la partie violette, et les combats donc commencent dans le secteur. Un petit peu plus à l'est, à l'ouest du village de Kamianka, les Russes l'ont également progressé. Au sud-est de la ville, ici, alors dans cette zone industrielle, il y a eu une attaque de chars et de blindés russes le 18 novembre. Donc vous avez la vidéo de l'attaque ici, ce qui leur a permis de progresser et de prendre le contrôle d'une partie de la zone industrielle. Un T-72 russe a été détruit dans l'attaque, ainsi qu'un BMP-2 par un drone plus au nord, ici. Et des fantassins russes ont même été bombardés ici, par des charges explosives lancées depuis des drones. Mais cela reste dans la partie grise. Et les Ukrainiens, eux, ont également été bombardés. Donc ça, c'est la progression des Russes dans la zone industrielle. Un groupe de reconnaissance ukrainien, composé de 7 fantassins, a été envoyé donc, pour collecter du renseignement et établir les positions russes. Et ce groupe a été bombardé et a fait demi-tour. La ville de Avdiivka a été bombardée, et particulièrement par des FAB, entre le 17 et le 19 novembre. Et c'est essentiellement les immeubles de grande hauteur qui ont été visés dans ces bombardements aériens. Il y a beaucoup d'immeubles de grande hauteur dans ce quartier, ce qui permet de dominer le secteur qui est beaucoup plus plat au sud-ouest de la ville d'Avdiivka et qui interdit pour l'instant toute progression des Russes. Donc ces immeubles de grande hauteur ont été bombardés par des FAB, les 17 et 19 novembre,
Donc, vous avez les liens vers les vidéos en haut à droite. La ville même d'Avdivka est bombardée également avec des munitions incendiaires. Et donc, comme vous pouvez le constater, la pression augmente et les taux se resserrent sur la garnison d'Avdivka. Et pour rappel, pour les nouveaux auditeurs, les principaux axes d'approvisionnement de la garnison d'Avdivka, c'est un axe qui passe par Orlivka, ici, le 00542, et ensuite vous avez un autre axe secondaire, ici, pour pouvoir acheminer donc renfort et approvisionnement. Donc ces deux axes passent par la zone industrielle au nord de Avdivka, et ces axes sont donc essentiels à l'approvisionnement de la garnison d'Avdivka. Nous allons continuer maintenant sur la ligne de front. Alors sur Marinka, léger gain russe, quelques pâtés de maison cette dernière semaine. Et notamment, ils ont pris d'assaut une position fortifiée ici. Vous avez donc la vidéo qui est ici. Et cette position donc fortifiée a été prise d'assaut par des fantassins, appuyés par des drones d'observation et des drones d'attaque. Donc vous avez la vidéo ici qui est assez intéressante. On continue sur la ligne de front. Nous arrivons maintenant sur la commune de Novomikhaïlivka, qui est ici, qui est sous contrôle des Ukrainiens. Les positions ukrainiennes ont été bombardées par des FAB aujourd'hui même, ce qui atteste que les Ukrainiens contrôlent cette zone. Et au sud de Novomikhaïlivka, les Russes ont de nouveau progressé, ici, en direction du village. Sur Vuhledar, pas d'informations donc cette dernière semaine. On arrive maintenant dans la zone de Zaporizhia. On va zoomer un petit peu. Dans le secteur de Novodonetsk, ici, un char ukrainien a stoppé une attaque russe de plusieurs blindés qui étaient en colonne. Donc ces derniers ont perdu un char et un BMP face aux chars ukrainiens. À l'est de Urozaine, il y a un secteur ici qui est revendiqué par les deux armées. Donc dans ces cas-là, je n'ai pas non plus de confirmation visuelle, donc je laisse un point d'interrogation en attente de confirmation ultérieure. À l'ouest de Staromayorske, donc Staromayorske c'est ce petit village ici, donc entre Rivnopil, qui est ici, et Staromayorske, les Russes ont progressé, car ils ont pris d'assaut un réseau de tranchées ukrainien, en combinant donc infanterie, drone d'observation et drone d'attaque, là également, et le résultat est efficace. Donc vous avez cette vidéo de 10 minutes en description sous la vidéo. A noter que dans ce secteur, les Russes ont également utilisé massivement des bombes RBK 500. Donc ce sont des bombes à sous-munitions. Donc je vous partage ici la vidéo du bombardement, et ce qui en même temps nous permet d'affirmer que ce secteur est bien sous contrôle des Ukrainiens. Nous allons maintenant nous porter dans le secteur de Robotine. Ici, très peu d'évolution sur la ligne de front. Les Ukrainiens insistent à l'ouest du village de Robotine, ici, en lançant plusieurs attaques. Une de leurs casemates a été attaquée par un drone kamikaze, ici, exactement. Les Russes, de leur côté, ont connu un léger succès au nord de Verbovier. Je ne l'ai pas mis dans une autre couleur parce qu'ici, ça se compte en une centaine de mètres. 3 chars ukrainiens ont été détruits entre Novopoprivka et Verbovier, ici. Donc, et parmi ces 3 chars, un Léopard 2 de déminage, je crois que c'est la version R, si je ne me trompe pas. Ici, donc vous avez la vidéo de la destruction de ces chars ici, et sur Robotine, 2 blindés ukrainiens ont également été détruits, géolocalisés et en vidéo, ici. Donc très peu d'évolution sur la carte dans ce secteur, et à l'ouest, dans le secteur de Pryatikatki, ici, les Russes ont lancé quelques attaques locales sur le village, donc qui est maintenant disputé. On va maintenant se rendre dans la région de Kherson. Alors ici, dans cette région, l'armée ukrainienne a reçu des troupes fraîches et a également intensifié ses bombardements en artillerie sur le village de Krinky. Donc le village est bombardé quotidiennement par les Russes, ce qui n'empêche pas les Ukrainiens de reprendre encore un petit peu de terrain ici, notamment dans la partie forestière. Le village est bombardé avec donc des TOS. Donc hier, il y a eu un bombardement sur Krinky avec un TOS. En parlant de TOS, un a été détruit il y a 3 jours. Donc ici, vous avez la vidéo de la destruction du blindé ici. Kherson, un Pantsir
donc russe a été détruit également par les Ukrainiens. Donc ici dans ce secteur, vous avez la vidéo de la destruction, effet intéressant. Donc c'est un système de défense antiaère. Il était à proximité d'une base que les Russes utilisent pour leurs hélicoptères. Donc voilà pour la région de Kherson. À l'est du pont de Antonovsky, la situation est toujours dans la zone grise. Ici, un réseau de tranchées est occupé donc par les Russes, ici. Et les Ukrainiens lancent toujours quelques reconnaissances en direction des localités qui, elles, restent sous contrôle des Russes. Enfin, en Crimée, il y a eu une nouvelle attaque combinée des Ukrainiens avec 3 Neptunes et un drone R-800. Ça est suivi également d'une attaque de 8 drones navals. Tous les missiles et le drone ont été détruits et interceptés, et sur les 8 drones navals, 4 ont pu se replier, 4 ont été détruits. Cette attaque a eu lieu le 17 novembre, et à l'ouest de la Crimée, ici. Et au nord de la Crimée, alors j'ai très peu d'informations, mais il y a eu une opération donc, du GUR, qui est donc le service de renseignement des Ukrainiens. Donc je vous partage ici le lien, mais aucune autre information pour pouvoir confirmer ce qui s'est passé ici, si c'était uniquement de la reconnaissance, du renseignement, du sabotage. Donc pas d'autres informations sur cette opération. Donc voilà pour les informations au 21 novembre 2023. Donc en résumé, on constate que les Russes ont lancé plusieurs attaques sur l'ensemble de la ligne de front avec plus ou moins de succès. Dans la région de Louhansk, les Russes ont repris du terrain dans le secteur de Ivanivka, tout comme au nord-ouest de la ville de Bakhmout. Sur Klishivka, le village est attaqué par les Russes depuis le nord et depuis l'est. À Orlivka, par contre, ce sont les Ukrainiens qui ont lancé une attaque au sud du village de Choumi. Sur Avdivka, les Russes, tout en continuant leur pression sur la garnison, ont réussi à progresser cette dernière semaine au nord et au sud-est de la ville. Sur le front de Zaporizhia, les Russes s'attaquent à l'ouest et à l'est des villages de Urozaine et Staromayorske, avec plus ou moins de succès. On constate un statu quo dans le secteur de Robotine, et enfin sur Kherson, les Ukrainiens se maintiennent sur plusieurs points au-delà du Dniepr. La tête de pont de Krinky se maintient malgré les bombardements quotidiens des Russes. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention, pour votre soutien. Portez-vous bien et à très bientôt.